Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo sur Tech & Co. Eh bien aujourd'hui, on va se tourner vers un anniversaire, celui d'un des jeux les plus populaires dont vous avez tous forcément entendu parler, même si vous n'y jouez pas, c'est World of Warcraft. Et j'ai deux énormes spécialistes du jeu avec moi, ça fait des semaines qu'ils m'en parlent de cet anniversaire, je ne pouvais pas passer à côté. Ils sont morts de rire, mais ils savent que j'ai raison, n'est-ce pas Pierre ? Eh oui, bonjour Mélinda. Bonjour Pierre Goubil, bon Android. Je suis ravi d'être là pour parler d'un petit jeu qui est assez sympa. Que tu n'aimes pas du tout en plus. J'aime pas trop, non, j'y joue pas trop. Mais, pas trop. Mais bon, on va quand même en parler un peu. Sachez qu'on a parlé statuettes du jeu avant, et ils m'ont tous expliqué qu'ils avaient tous les deux mêmes statuettes côte à côte. N'est-ce pas Patrick ? On a sorti les photos carrément. Ils ont comparé les photos, exactement. C'est moi, World of Warcraft, ça a fait ma carrière. Je me suis lancé dans le podcast et aujourd'hui j'en vis. Tout vient de là. Comme pour beaucoup d'entre nous, je suis sûr, la passion, l'amour, la joie du jeu vidéo, ça vient de là. Ça vient de World of Warcraft, Patrick, qu'on retrouve dans le rendez-vous jeu et le rendez-vous tech en podcast. Et bien voilà, ce sera le gros morceau, mais avant ça, on va vous parler série, compétition, e-sport. Voilà, il y a des choses à raconter juste avant. C'est parti pour l'actu à chaud. Petite actu à la croisée des chemins. Voilà. Aujourd'hui, on parle vraiment du même style de jeu, j'aime bien. La saison 2 d'Arcane est enfin arrivée, messieurs. On la doit au studio français Fortiche, en partenariat évidemment avec Riot Games, puisque, si vous ne le savez pas, Arcane est inspiré de l'univers de League of Legends. Et on en a discuté avec Christine Ponzevera, qui n'est autre que la productrice de la série. Non, alors d'abord on ne s'est pas dit ça marchait parce qu'on avait commencé la saison 2 avant la sortie de la saison 1. Donc déjà c'était poursuivre l'histoire d'Arcane et la finir. Donc déjà c'était continuer les conflits entre les personnages et boucler, arriver à la fin de l'histoire. On n'a pas appliqué de recette. Donc l'idée c'était de se dire, fort de la sortie et de la confiance que tout le monde nous accordait, allons plus loin, poussons les émotions, poussons le spectacle. Et surtout pour nous le vrai challenge c'était de bien finir cette histoire. On n'a pas cherché à faire un jeu, on a cherché à faire un film, une dramaturgie. On est dans des émotions, on est dans des conflits entre les personnages. Donc on était d'abord en train de raconter une histoire. Après, on n'a pas travaillé tout seul. On a travaillé vraiment très très proche des équipes de Riot, autour de Christian Linke justement et Alexis, les deux créateurs de la série, qui eux connaissent vraiment sur le bout du doigt tout l'univers de League, les personnages. Ils ont créé eux-mêmes des personnages, c'est leur histoire, leur parcours à eux chez Riot. Donc on était guidés, on était accompagnés et Fortiche et Riot ont en commun une culture de collaboration et d'itération. Donc en fait les histoires et le développement visuel se sont faits vraiment main dans la main. Et donc pour nous, Riot était vraiment l'encyclopédie et le garde-fou pour qu'on puisse rester le plus fidèle au jeu. Donc Riot nous a parfois suggéré d'injecter des choses, mais finalement on a aussi proposé des choses qu'on retrouve aujourd'hui dans le jeu. Maintenant, il y a le personnage d'Ambessa qui a été créé dans Arcane, donc par les scénaristes, et puis ensuite on l'a créé visuellement chez Fortiche. On lui a donné toute sa dimension de puissance et de la guerrière qu'elle est. Maintenant, elle fait partie du jeu, donc... on a réussi aussi à pousser la collaboration jusque-là. Elle parle de collaboration. Est-ce qu'on retrouve l'esprit League of Legends dans Arcane, Patrick ? Oui, complètement. D'ailleurs, Arcane, c'est une série qui, moi, m'a poussé à découvrir l'univers. On retrouve l'esprit, mais ils l'ont distillé de manière à ce que la série soit complètement séparée. C'est un petit peu antinomique, mais elle est complètement séparée du jeu. Et elle raconte quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer voir avec autant de talent et d'intelligence. C'est-à-dire que Arcane est une anomalie dans le monde du jeu et de l'animation, d'une qualité qui est totale à tous les niveaux et qui fait consensus. Je pense qu'il n'y a personne qui peut ne pas aimer Arcane et qu'on peut découvrir vraiment sans aucun rapport avec le jeu, tout en ayant suffisamment d'éléments du jeu pour pouvoir l'apprécier si on connaît le jeu et pour découvrir le jeu. Tout est parfait dans Arcane, je pourrais t'en parler pendant 2 heures et ne dire ne montrer que de ses qualités. C'est une anomalie, ce truc. Toi, c'est marrant, tu es venu c'est la série qui t'a fait venir au jeu.
Alors qu'on pensait que souvent ce serait l'inverse. Ce serait peut-être l'univers de LoL, Pierre, qui ferait aller vers la série. C'est vrai, mais après, alors corrige-moi si je me trompe, mais l'univers de LoL, il est assez, Il est large. il est pas très fouillé. Ouais. Enfin, c'est pas très fouillé. Il y a beaucoup de. Alors, il y a ça, des chaînes YouTube Oui, oui. spécialistes du lore qui pourraient te contredire. Non, mais dans le il y a sens, beaucoup ils de avaient choses, vraiment une liberté assez totale pour utiliser des personnages qui n'étaient, qui étaient dans le jeu, mais qui n'avaient pas entre guillemets une histoire propre. Oui, leur donner plus d'épaisseur, Voilà, pour leur en donner fait. plus d'épaisseur, pour créer vraiment une histoire avec ces deux villes, Mm. avec tous les scénarios qu'il y a dans le jeu. Donc vraiment, ça attirait les joueurs, mais ça attirait aussi, voilà, comme moi je suis comme Patrick, j'ai lancé LoL après avoir regardé Arcane. J'ai très vite désinstallé parce que c'est un jeu qui énerve beaucoup. J'aurais une solution pour toi tout à l'heure. Non, mais, Mais, ce qui est fou avec Arcane, c'est que ils auraient pu justement faire ce qu'on fait souvent dans les adaptations de jeux vidéo, c'est faire du fanservice à foison. Et ils ont choisi très intelligemment de faire quelque chose de totalement différent, de fouiller leurs personnages, de fouiller les situations, d'avoir un style graphique avec Fortiche, avec qui ils travaillent déjà, qui est magnifique. Et ils ont écrit une vraie série profonde, intéressante, attristante parfois, qui gère le drame, qui est d'une qualité folle. Alors que tu le dis, il y a quand même de l'histoire Oui. dans le jeu. Mais ils auraient pu, comme on le fait souvent dans les adaptations, juste utiliser tel personnage et lui faire le coup du jeu pour que les fans disent « Oh, j'ai vu le coup du jeu dans la série, c'est super !» Et ils ont été faire une vraie série écrite. Qui est faite à coup de clin d'œil. C'est-à-dire que les joueurs, eux, s'y retrouvent parce qu'il y a plein de références à l'univers de LoL. Et il y a plein de personnages aussi qu'on retrouve qui sont dans le jeu. Quasiment tous, oui. Bah, Mais quand tu connais pas LoL et que tu regardes la série, tu sais pas qui est un personnage du jeu et qui ne l'est pas. Et ils sont tous traités avec autant de sérieux et d'intelligence. Il y en a beaucoup en plus. C'est ça qui est assez fort avec, au niveau storytelling de cette série, c'est qu'il y a énormément de personnages, énormément d'intrigues. Mais en fait, tout coule parfaitement parce que c'est super bien fait. Simplement. Et le cadre est le même. Ça se passe à Runeterra, donc qui est vraiment la terre de League of Legends. C'est l'histoire de Jinx et Vi, qui sont deux sœurs qui sont un peu en fight, on va se le dire, dans un monde complètement pareil entre les souterrains et la ville, où les gens sont opposés. Ils ont joué sur, finalement, la fibre LoL, à côté de laquelle on peut, comment dire, je vais pas dire passer, mais beaucoup plus, pas passer, mais qui là prend une autre dimension, moi je trouve, dans la série. Et c'est peut-être ça qui fait que tu peux être attiré par ce scénario qui ne t'aurait pas forcément, parce que vous êtes joueurs tous les deux, vous ne jouiez pas à LoL avant. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'on peut rattraper, se raccrocher aux branches via cette série. Donc elle n'est pas, alors que le jeu ne vous a pas attiré de prime abord. Non, moi je jouais à Dota avant. Donc, Oula. Tu choisis ton camp aussi. Et quand j'ai vu LoL arriver, non, je me suis pas lancé dedans, mais c'est vrai que Arcane, et je pense que je suis pas le seul, Arcane m'a vraiment poussé à me dire bon, allez, quand même, je vais lui donner sa chance. L'univers a l'air intéressant, les personnages sont cool. Et du coup. Et la série est belle en plus. Et la série est super belle. La série est sublime. Donc, chapitre 1, partie 1, on dit, je crois, pour les premiers épisodes qui sont sortis, disponibles depuis acte 1, depuis 9. L'acte 2 arrive ce samedi 16. L'acte 3 le suivant, et ça conclut la série. Et ça conclut, oui, voilà, parce qu'ils ont prévenu déjà, c'est un arc de 2 saisons. On nous a dit c'est pour clore l'histoire. Oui, certainement. Mais voilà, ça coûtait très cher, mais c'est très beau, c'est très bien fait. Et qu'ils font autre chose après. Patrick nous dit, ça m'a donné envie de lancer le jeu, ça lui a même donné envie de plus que ça, puisque Patrick, qu'est-ce que tu as fait en attendant la série? Raconte-nous un peu. Écoute, je suis allé, il se trouve que le championnat du monde d'e-sport de League of Legends a lieu dans différents pays, différentes villes chaque année, et cette année, c'était en Europe, il y avait une partie en Allemagne, une partie en France, une partie, et la finale à Londres. Je suis allé pour les quarts de finale à l'Adidas Arena où j'ai pu assister à un match en vrai, en live. C'était une expérience incroyable. J'y suis allé avec mon fils de 6 ans qui n'a pas tout compris, mais qui s'est quand même beaucoup amusé. Et après, on a regardé la finale ensemble 2 semaines plus tard en live à la télé à la maison. C'était une expérience incroyable et j'essaye d'expliquer aux gens le sentiment que ça procure l'e-sport qui est finalement du sport. Les mêmes sensations que du sport. Moi, je ne suis pas très sport. Mais voir en plus cette finale-là avec l'histoire de Faker, qui est sans doute le plus grand e-sportif de l'histoire, et peut-être l'un des plus grands sportifs du monde, et son arc dramatique, il a tout gagné pendant ses premières années, il y a 10 ans quand il a commencé, et puis il a un petit peu perdu, il a eu une perte de vitesse, on s'est dit, il était le champion incontesté, et maintenant il va vers la sortie. Et il est revenu en 2021-2022 avec une nouvelle équipe de jeunes qu'il a formée. Et là, en finale, en 2023,
enfin 3 fois d'affilée qu'ils sont en finale, deuxième fois qu'il gagne et il se fait pas porter par son équipe, il porte lui son équipe 10 ans après ses débuts. C'était incroyable. C'est un personnage faker. E-sport, Pierre ou... Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est tellement un événement qui est important que même moi j'en ai entendu parler. Moi qui m'intéresse pas du tout à l'e-sport. League of Legends en e-sport, c'est un truc gros morceau. gigantesque. Ça remplit des stades, ça remplit des. Voilà, les lives sont pris d'assaut. C'est impossible de passer à côté. Là ouais. ils ont mis le paquet. En plus, à Paris, ils avaient mis vraiment le paquet. C'est fou, League of Legends, parce que c'est un jeu qui est monumental, peut-être le plus gros jeu d'e-sport du monde, et ils font aucune pub. C'est pour ça que quand on parle d'Arcane, c'est un événement marketing pour eux, finalement, d'une certaine manière. Mais les gens qui ne sont pas déjà fans du jeu ne le connaissent pas, n'en entendent jamais parler. Mais la force d'Arcane, je pense même, c'est que Arcane existe pour beaucoup sans rapport avec League of Legends. C'est marqué maintenant, Arcane, League of Legends en dessous, mais la série s'appelle pour tous Arcane. Donc si vous ne savez pas à quoi ça correspond, en effet, comme tu dis, Riot le porte dans la communication pour nous, auprès des journalistes, pour dire bonjour, on est un peu derrière, mais pour le grand public... Ils font les choses d'une manière très particulière chez Riot. Ils visent un public de joueurs extrêmement hardcore qui vont aller s'intéresser au jeu et au fonctionnement du jeu et explorer le jeu pendant des dizaines, des centaines, des milliers d'heures. Et ben avec Arcane, ils ont eu un petit peu la même philosophie. Ils ont fait un truc d'une immense qualité et ils n'ont pas placardé League of Legends dessus partout. Ils n'ont pas placardé les coups spéciaux des personnages pour faire du fanservice partout. Si on s'y intéresse, on va fouiller un petit peu plus. Et donc, la relation qu'on construit avec la série, avec le jeu, avec les personnages, est d'autant plus forte. C'est vraiment fait de manière très intelligente. C'est pas mal, en effet. On va clore cette page League of Legends pour attaquer un autre gros morceau et un autre très gros jeu. Quel programme cette semaine, c'est d'une densité. On va parler de l'univers de Warcraft, et plus précisément de World of Warcraft. C'est la semaine anniversaire, cette semaine pour Blizzard, puisque nous avons les 30 ans de Warcraft, les 20 ans de World of Warcraft, les 10 ans d'Hearthstone aussi, mais ça c'est un peu plus secondaire. On va parler surtout de World of Warcraft, parce que je pense, messieurs, c'est vous les spécialistes, que ce jeu a marqué les esprits, ce jeu est connu, alors que en fait c'est un dérivé, comment je peux dire ça, c'est un spin-off, c'est un spin-off de Warcraft. Warcraft lancé en 1994 par un petit studio qui allait devenir un très grand studio. Patrick peut nous en parler très très bien, ton ancienne maison. Bah oui, je suis passé par Blizzard, alors des années après le lancement de World of Warcraft, mais c'est intéressant parce que tu dis un petit studio qui allait devenir un gros studio. Ils étaient déjà quand même assez connus avec des gros succès comme Warcraft, Starcraft et Diablo, mais World of Warcraft les a vraiment lancés dans la stratosphère. Et le phénomène de société dont je pense beaucoup de gens ont entendu parler avec World of Warcraft, puisqu'il a touché un public qui ne jouait pas beaucoup à des jeux, ou en tout cas pas à des jeux comme ça, pas autant de manière aussi passionnée, a fédéré des communautés. Il a surtout eu un tel succès qu'il a transformé la société. World of Warcraft a été lancé dans tous les pays du monde et il nécessitait une infrastructure que Blizzard voulait gérer eux-mêmes parce qu'ils avaient eu une mauvaise expérience par le passé pour d'autres raisons. Et donc, ils ont dû s'étendre partout avec des fermes de serveurs, des équipes de communauté, des équipes de publishing, partout. Et ça a nécessité des années et des années de croissance de la société, vraiment. Ils sont passés de quelques centaines d'employés à plusieurs milliers pour s'adapter au succès phénoménal qu'était World of Warcraft. Qui n'ont pas vu venir d'ailleurs à la sortie du jeu en novembre 2004, puisqu'ils avaient visé 1 million de joueurs sur un an, et au bout de 4 mois, c'était réglé. Les serveurs n'ont pas aimé au début. Les serveurs n'ont pas aimé. Il y avait des files d'attente avec plus de 10 000 personnes devant. Moi, je me rappelle, j'étais là au lancement, le 11 février 2005 en Europe. Et pour jouer, c'était vraiment une tannée. Et on le voit bien dans le documentaire. Ils avaient sorti un documentaire pour les 10 ans. C'est vrai ce que tu dis, parce que novembre 2004, c'est la sortie en Amérique du Nord. Nous l'avons eu qu'en février 2005. Février 2005. Donc, il expliquait, ils avaient fait un documentaire déjà pour les 10 ans, où ils expliquaient que le succès, ils s'y attendaient, mais ils ont vraiment été pris de court parce que c'était plus qu'un succès, c'était vraiment un triomphe. Ils ont été obligés d'ouvrir des serveurs un peu à l'arrache. Ils ont été obligés Ils avaient leurs serveurs dans les bureaux pour 1 an et ils ont été obligés les premiers jours. Ils faisaient des sorties publiques avec le magasin du coin. Ils étaient à Irvine dans leur bureau et puis les développeurs se déplaçaient au magasin pour voir comment ça se passait. Et ils voient des files d'attente interminables et ils se disent mais qu'est-ce qui se passe ? Ils n'ont pas rendu compte que c'était pour leur jeu. Et du coup, le soir, le week-end, quelques jours après, ils sont retournés en catastrophe dans les bureaux pour installer tous les serveurs qu'ils avaient prévus pour l'année dans les premières semaines. Ouais, c'est ça.
Complètement. Lequel de vous se lance à expliquer ce qu'est World of Warcraft par rapport à Warcraft? Parce que c'est vrai que ça s'appelle World of Warcraft. On l'a dit, c'est un spin-off. Mais Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Pour les gens qui ne connaîtraient pas. Je veux bien m'y coller. Allez, vas-y, Pierre. Warcraft, c'est une série de RTS, donc c'est une série de jeux de stratégie, c'est-à-dire qu'on joue un commandant qui doit gérer son armée, on doit construire des bâtiments, on doit former des hommes pour aller à la bataille. C'est RTS comme Age of Empires, c'est comme Dune 2, c'est d'ailleurs Warcraft est inspiré par Dune 2. Voilà, c'est ce genre de jeu. Blizzard a très tôt eu la volonté de faire des jeux en ligne. Il y avait un jeu, à la fin des années 90, ils ont commencé à développer un jeu qui s'appelait Nomad, qui était un jeu en ligne et qui n'était pas très bon. Ils ont mis au rebut, mais ils ont gardé cette idée-là. Le projet est la base. C'est la base du projet. Ils ont repris un petit peu cette idée en disant on va faire la même chose, mais dans le monde de Warcraft, dans The World of Warcraft. Et l'idée vient de là. Et ils se sont dit, voilà, on va pas faire un RTS, on va faire juste un jeu de rôle où on est lâché dans un univers qui est immense, avec un petit personnage qu'on va faire évoluer, qu'on va faire gagner de niveau, et qu'on va, on va obliger les joueurs, entre guillemets, à collaborer entre eux pour faire des instances, faire des raids, combattre des monstres, ou alors combattre la faction adverse. Et c'est comme ça qu'est né Warcraft. Donc c'est vraiment une idée très simple. En plus, faut se souvenir qu'à la fin des années 90, début des années 2000, les mondes persistants, les mondes en 3D, c'était un petit peu, entre guillemets, le Graal. Ça faisait rêver. On n'avait pas encore tout ça. Il y avait quelques MMO de niche qui existaient, mais c'était quand même des jeux qui étaient très difficiles d'accès. Il fallait payer un abonnement, il fallait avoir une connexion ADSL. C'était pas évident à l'époque. Qu'à l'époque, la connexion, c'était pas celle d'aujourd'hui non plus. C'était vraiment la concrétisation d'un fantasme World of Warcraft. C'est-à-dire que, comme le dit Pierre, on avait ces jeux souvent où on jouait, on contrôlait les personnages sur le sol. Il faut imaginer que World of Warcraft, tout cet imaginaire qu'on développait avec le jeu Warcraft, on rentrait à l'intérieur de ce jeu et on jouait l'un de ces petits personnages dans un monde qui était persistant. Et donc, on avait, on va dire, on avait des centaines de personnes qui pouvaient se connecter au même serveur au même moment. Et si on se déconnectait à un endroit dans ce monde-là, on allait dans une auberge, on se déconnecte, quand on se reconnecte, on est au même endroit. Il y a cette idée de persistance qui était très forte. Et aujourd'hui, ça a un peu disparu, mais les mêmes, on va dire, 5000 personnes qui étaient sur ce serveur-là, c'était toujours les 5000 personnes qui étaient là, ce qui crée ce sentiment de communauté. Si vous êtes connecté à cette auberge à tel moment et qu'une autre personne vient de la ville jusqu'à cette auberge, elle vous voit, elle vous retrouve. C'est vraiment la recréation de ce monde de fantaisie de Donjons et Dragons dans les MMORPG, massivement multijoueurs, qui est concrétisé. Et ça a séduit les joueurs immédiatement et ça a créé ces communautés qui se faisaient une sorte d'émulation pour jouer toujours un petit peu plus, monter de niveau, gagner de la puissance. Ces guildes en ligne qui sont devenues des guildes physiques de gens. C'est vrai. Mais plus que ça, au tout début de World of Warcraft, aujourd'hui c'est un petit peu disparu parce que le jeu est devenu un petit peu plus entre guillemets solo, mais à l'époque on croisait quelqu'un dans la pampa en train de faire une quête, tout de suite on allait commencer à discuter avec lui, on allait commencer à jouer avec lui, quelqu'un qu'on connaissait ni d'Ève ni d'Adam, c'est pareil, comme tu dis, on se baladait dans une auberge, on voyait qu'il y avait des gens qui jouaient RP, on s'immisçait un petit peu dans la conversation, et ça c'était vraiment quelque chose qui était fort à l'époque parce que c'était une fenêtre sur l'extérieur vers des gens qu'on ne connaissait pas et qui avaient le même centre d'intérêt que nous, qui jouaient à WoW, et ça c'était vraiment cool quoi. Tout ça dans le monde d'Azeroth, donc déjà connu, donc qui offrait encore plus de liberté en fait avant nos fameux grands mondes ouverts actuels. Il existait évidemment des MMORPG. Ce qu'a fait Blizzard, comme souvent, c'est le fait de prendre un genre qu'ils appréciaient eux en tant que joueurs, et un genre peut-être un petit peu compliqué, dont le gameplay est difficile d'approche, et de le simplifier pour l'offrir au plus grand monde. Et c'est ce qu'ils ont réussi avec différents jeux, dont World of Warcraft. Et donc ce fantasme du Donjons et Dragons papier en jeu vidéo, ils l'ont réalisé et ils ont créé du coup cet engouement et ces communautés qui, je le répète, j'insiste sur le fait qu'il y ait des communautés, mais c'est ce qui a fait la longévité du jeu finalement. C'est intéressant ce que tu dis, l'importance de la communauté, parce que c'est quand même un jeu sur abonnement. Ouais. Ça, c'était aussi une petite révolution. Alors aujourd'hui, ça rapporte un sacré pactole toujours à Blizzard. On parle de milliards de dollars quand même. Un petit milliard de dollars par an grâce à ça. Mais c'est un jeu qu'on achetait, dont on payait un abonnement mensuel, dont on payait des extensions, c'est quand même aussi une certaine révolution, certaine idée de la révolution. Oui, mais de le généraliser comme ça à l'époque, c'est quand même quelque chose. Le pari était quand même très risqué à l'époque parce que c'était pas rentré dans les mœurs, mais comme tu l'as dit, au bout de 4 mois, 1 million de joueurs, donc là...
On est au bout de Ça 6 ans à marchait, 10 oui. millions de joueurs, quoi. Enfin, Ouais, C'est-à-dire que le chiffre le plus haut de joueurs, d'abonnés, là on parle même pas d'utilisateurs qui peut-être génèrent des revenus, c'est des abonnés donc qui payent leurs 10 ou 12 ou 13 euros par mois. On était au plus haut à 12 millions, si je ne me c'est trompe ça, pas. 12 ou 14 millions, je crois, c'est ça. Pour 12 le millions. Cataclysme, Ouais. ouais. Non, C'était le c'était- plus haut, 12,4. C'était en octobre 2010. C'est je me pas le souviens bien. Pandaria Non. Non, c'était la C'était Cataclysme, toute je la me toute souviens fin de- des ouais. communiqués Ah ouais. de presse qu'on Ouais, écrivait ouais. pour dire. Mais le truc qui est phénoménal, c'est que effectivement ça existait, ces jeux avec abonnement, sur une période vraiment conscrite. C'est-à-dire qu'on paye ces 12 ou 14 euros pour jouer à World of Warcraft. C'était possible à cette époque parce qu'on disait il faut maintenir les serveurs, etc. Aujourd'hui, ça serait plus possible. L'idée de payer pour jouer à un jeu spécifiquement... En ayant acheté la base. Aujourd'hui, en ayant les acheté- free-to-play sont comme ça, ok, mais là, on achetait le jeu. On achète le jeu, on paye les extensions, et c'était comme ça à l'époque. Et World of Warcraft continue à surfer sur ses habitudes finalement. Et bon, c'est comme ça, donc on continue. Mais encore aujourd'hui, même s'il n'y a plus que 1-2 millions en fonction des cycles de popularité de joueurs, bah c'est quand même des sommes monumentales, qui d'ailleurs à l'époque ont provoqué un engouement absolument incroyable de la part des autres développeurs et des autres éditeurs qui ont voulu, comme toujours quand il y a des jeux de ce genre, des vagues, on dit aujourd'hui tout le monde veut faire du jeu service, la créativité va dans le mur. Bah non, ça a toujours été le cas. Il y a eu une époque où c'était les jeux de combat, et puis il y a eu une époque c'était les MMO. Tout le monde avait son MMO. Il y en a encore qui fonctionnent un petit peu, mais aucun n'a réussi à atteindre le succès de World of Warcraft. Il y a un petit jeu japonais quand même qui... Alors, c'est pas mal débrouillé, mais il est arrivé plus tard. Il est arrivé Ouais. plus tard, et je pense pas qu'il ait atteint, même dans ces périodes les plus populaires, les pics de World of Warcraft, quand on disait 12 millions de joueurs payants, c'est fou. On parle souvent de World of Warcraft comme une source d'inspiration donc pour beaucoup de jeux. On l'a dit, au niveau du game design aussi. Qu'est-ce qu'il a apporté ce jeu pour vous à l'industrie du jeu vidéo en général ? Pour que tout le monde le connaisse sans y avoir forcément joué déjà. Oula, beaucoup de choses, énormément de choses, mais ça oui, comme tu dis, ça peut aller dans les petites mécaniques du genre, des trucs très bêtes comme le PNJ qui donne une quête avec un petit point d'exclamation par-dessus, les codes couleurs pour les... Ça vient de là, il faut le rappeler. Les codes couleurs aussi pour les niveaux d'équipement, les choses qu'on retrouve dans tous les RPG. Ça vient de Diablo, mais c'est la même maison. Ça a été popularisé par... C'est la même maison. Et avec ce code couleur-là qui est repris par tous les RPG et tout simplement la manière aussi de construire un MMO, parce qu'avant, alors pour les plus anciens qui se rappellent, les MMO pré-WoW, c'était quand même quelque chose d'assez chronophage. Il fallait farmer pendant des heures et des heures. Il y avait très peu de quêtes. Là où a instauré vraiment un système de vraie progression qu'on retrouve maintenant dans tous les MMO, progression plus naturelle. Enfin voilà, c'est un jeu qui a une influence mais considérable, surtout de l'industrie, pas seulement dans les MMO. Complètement. On retrouve des codes finalement dans tous les jeux, des codes qui viennent de World of Warcraft. Dans le game design, effectivement, je dirais que dans les MMO précédents, on devait juste tuer des monstres sans but en boucle pour progresser. World of Warcraft a amené cette idée des quêtes, de vous donner des objectifs qui vous donnaient la majorité de votre expérience. Donc c'est ça qui guidait votre expérience de jeu. Au-delà de ça, pour les joueurs et les joueuses et les communautés dont on parle en permanence, je dirais que ça a presque... Alors, je n'ai pas de données scientifiques pour étayer mon propos, mais je pense que ça a élargi le public également, parce qu'il y avait énormément de joueurs qui se mettaient à World of Warcraft et qui l'appréciaient, et de joueurs qui étaient plus, on dirait aujourd'hui, casual, beaucoup de femmes. Il y avait plus de femmes, alors pas beaucoup, dans l'ensemble ça c'est équilibré, mais il y avait beaucoup de femmes qui jouaient à World of Warcraft qui étaient complètement passionnées par le jeu, et je pense que ça a été la porte d'entrée vers le jeu vidéo pour beaucoup d'entre elles. Et puis oui, cette idée que on peut réunir autour d'un jeu une communauté forte, durable, et on l'a vu par exemple avec les BlizzCon, qui sont des événements, des conventions aux États-Unis, qui réunissaient des fans du monde entier, à laquelle j'ai participé un nombre incalculable de fois, en tant qu'employé de Blizzard et en tant que fan, donc j'ai vraiment vu les deux côtés. Et c'était un endroit où on trouvait sa tribu. C'est-à-dire que moi, la première fois que je suis allé à la BlizzCon, je suis rentré dans une immense salle avec des milliers, enfin une salle de convention, des milliers de personnes. Et si je leur disais, ah bah oui, moi je joue mage, feu, et j'ai fait Scholomance comme ci et comme ça, ils me comprenaient. Mais tu te sentais pas comme un ovni, c'est ça que tu veux dire. Mais c'est ça. Et c'était des gens normaux, sympas, avec qui on discutait et qui étaient nous, qu'on retrouvait, qui étaient très 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 nombreux. Il y avait quelque chose de magique là-dedans. Puis faut pas aussi négliger que
Blizzard a quand même eu le génie de faire un univers qui est très fort visuellement et donc on se reconnaît tout de suite à travers différentes factions, à travers différentes races. Donc tout de suite, voilà, qu'on croise quelqu'un, je sais pas, qui a le blason de la Horde, tout de suite, voilà, on se reconnaît. Non, mais vraiment, c'est un truc tout bête, mais ça aide à créer des communautés, ça aide à créer des liens. Moi, j'ai rencontré des gens IRL avec qui j'ai commencé à jouer à WoW grâce à ça, aussi inversement. Et c'est vrai qu'il y a un sentiment d'appartenance au sein du jeu, parce qu'on est vraiment là, après 20 ans, on est sur un monde presque parallèle, avec, avec ses traditions, ses factions, ses races, et on est... voilà, il y a vraiment un... Comment je peux expliquer? C'est un sentiment d'appartenance qui est assez fort en fonction de ce qu'on joue, tout simplement. Il y a eu des extensions à gogo du jeu. Il y en a une de War Within là, qui est sortie au mois d'août, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui fait que ça perdure? Qu'est-ce qui reste 20 ans après de WoW? C'est un peu étonnant, un jeu qui a aussi une longévité pareille. On pourrait citer les très 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 nombreuses qualités du jeu et le fait qu'il ait pu se renouveler, mais moi je dirais l'élément le plus important, c'est que c'est une époque pour des millions de joueurs, c'est une période dont ils se souviennent et qu'ils veulent revivre un petit peu de temps en temps, et on revient toujours à World of Warcraft. C'est comme des chaussons, on a beau ne pas avoir joué pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, il y a une extension, on se dit... j'y referai bien un petit tour, tu vois. Et c'est la force de l'établi. Ils ont établi une telle présence que d'autres ne peuvent pas concurrencer. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas concurrencer World of Warcraft dans son domaine, évidemment. Et il y a toujours des gens pour se dire « j'y referai bien un petit tour ». Et énormément de qualité au jeu, au développement, d'une inventivité aussi. Mais je pense que ce qui fait que World of Warcraft réussit ça et réussit à continuer à faire payer 10, 12, 15 euros par mois aux gens qui y retournent, ça, c'est fort, aujourd'hui, c'est cette habitude. Finalement. Il y a aussi l'aspect social, parce qu'on reste sur le jeu. Ça en fait partie complètement. Voilà, on reste sur le jeu parce qu'on connaît des gens dans le jeu, on joue dans la même guilde, que vous passez 3-4 soirs par semaine, que vous êtes à haut niveau avec les mêmes personnes, forcément, vous créez des liens et vous ne pouvez pas dire du jour au lendemain, j'arrête WoW, ça me saoule. c'est le Fortnite des vieux. Oui, c'est un peu ça. Ils passent leur temps, les jeunes, ils passent leur temps sur Fortnite à discuter, c'est un lieu social finalement. C'est pareil, c'est la même idée. Et pour les gens un petit peu plus âgés peut-être, c'est World of Warcraft. À l'époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, on se connectait, on se retrouvait hors Grimard, on voyait qui était connecté, on discutait. Voilà. Second Life, donc ce sera le mot de la fin. C'est le Fortnite pour les vieux. J'aime beaucoup cette conclusion. C'est déjà la fin. Attends, on a encore beaucoup de choses à dire. Vous rigolez, il faut qu'on parle des jeux. Mais alors, vous reviendrez parce qu'on fera les 25 ans, les 30 ans, parce qu'on sera encore là, évidemment. Non, je vous montrais ce bel ouvrage qui est sorti là pour l'extension de War Within. Et comme le disait très justement avant l'émission Pierre, ils aiment bien faire des bouquins avec plein d'artwork du jeu, enfin de l'extension à chaque fois. Voilà. Donc je vous montre ça pour ceux qui ont l'image. C'est assez joli. Et évidemment, on a une très belle statue que les garçons ne m'envient pas puisqu'ils l'ont aussi. En bon gros fan de la saga. On aurait tellement de choses à raconter sur World of Warcraft. Voilà, c'était les 20 ans. On espère surtout avoir donné l'envie de vous retrouver dans le jeu à tous les vieux qui nous regardent et donc peut-être aux jeunes. On n'y est pas déjà. Donc on va passer très vite sur à quoi on joue parce qu'on a des petites recos pour vous cette semaine. Je vais commencer avec un jeu qui sort ce 14 novembre, qui est Lego Horizon Adventures. Voilà, mélange de genres complètement inattendu entre Lego, donc tous les jeux Lego qu'on connaît, et la franchise Horizon de PlayStation. C'est un jeu qui sort sur PS5, Nintendo Switch et PC. Extension d'ailleurs de Sony vers les autres supports. Pour ceux qui connaissent Horizon et les aventures d'Aloy, eh bien, vous prenez tout le monde de Zero Dawn, tous les personnages, vous les transformez en Lego et vous avez une aventure complètement loufoque. C'est-à-dire que la Aloy de ce jeu-là est un peu, la petite sœur complètement déjantée, barrée d'Aloy, qui est quand même sérieuse et un peu introvertie, mais avec exactement les mêmes quêtes et les mêmes idées. Moi, j'y ai joué, j'ai trouvé ça assez sympa, alors que j'adore l'univers d'Horizon. Ce n'est pas du tout sombre, ça la Lego, donc c'est évidemment complètement lumineux, mais j'aime beaucoup les clins d'œil à l'univers. Si vous avez des enfants, c'est parfait pour les initier à Horizon, qui est quand même honnêtement un univers un peu pas facile d'approche, un univers post-apocalyptique où les machines, les animaux sont devenus des machines et la nature a repris le dessus. Donc Aloy doit se démener au milieu de tout ça pour comprendre d'où elle vient et tout. Là, c'est la même chose en version Lego.
J'ai un bémol sur le jeu qui tourne un petit peu en rond sur les quêtes, mais alors en revanche, c'est un des plus beaux jeux que j'ai vu ces derniers temps pour un jeu Lego. Les effets de lumière, la finition, le peaufinage. On se dit souvent les jeux Lego c'est un peu gentil, voilà, c'est mignonnet, c'est un peu naïf. Franchement, c'est un très beau jeu rien que pour ça. Mécanique facile. Et puis voilà, je trouve que c'est une initiation pour les plus jeunes sympa, sachant que normalement il y a une série qui arrive bientôt, donc c'est bien, ça permet aussi. Bon, elle est en suspens peut-être. Oui, elle a été arrêtée. Elle est murmurée à arrêter, mais bon, elle est quand même dans les tuyaux et je pense que le jeu devait arriver conjointement à la série ou pas loin. Voilà, c'est Marocco pour un jeu familial. C'est un truc que Sony ne fait pas trop en ce moment, les jeux familiaux. On a eu Astrobot et là. Quand même, oui. Bah, ça manquait, hein, depuis. C'est quoi les derniers qu'on a cités de chez eux Astrobot, Non, mais Astrobot est là, coup sur coup. En un mois, 2 mois, on a les deux. Je trouve que c'est une ouverture. Voilà. J'ai l'impression que les jeux services, ils ont compris que c'était pas trop leur truc. Vous avez fait ou pas Lego Adventure, messieurs? Non. Pas encore? Pas encore. Il faut regarder. Toi qui as des enfants, Patrick, il faut y aller. Pierre, toi, tu voulais, on va finir là-dessus, nous parler de. Je te laisse au choix. Dragon Age ou Ara? Je vais parler de Dragon Age. Alors, Dragon Age The Veilguard. J'ai testé. C'est un jeu voilà, j'ai fait le test, mais j'y joue encore. Je fais ma deuxième run. J'avais envie d'en parler parce que c'est un jeu, on entend beaucoup parler sur Internet. Il y a beaucoup de drama, comme Internet sait les faire. Et je trouve ça dommage parce que derrière, en fait, se cache vraiment un très bon jeu qui est très bien construit, qui est très fun, qui est très prenant. Vraiment, on est sur le retour d'un grand action RPG. 10 ans après Inquisition. 10 ans après Inquisition. Et pour le coup, ça fait plaisir de voir BioWare revenir. C'est vrai qu'on était un petit peu inquiet après les dernières productions. Mais non, avec Dragon Age Veilguard, ils prouvent qu'ils en ont encore sous le capot. Et c'est vraiment une réussite. Tout n'est pas parfait. Hein. Voilà, c'est un petit peu répétitif, c'est pas super bien écrit. Narration, ouais, j'allais dire, c'est pas... Mais le jeu vraiment mérite le coup d'œil. Donc voilà, je voulais le remettre un petit peu en avant. Voilà, on a parlé pour des mauvaises raisons. C'est vrai qu'on avait le producteur du jeu en interview dans cette émission sur le retour et le fait qu'il voulait ouvrir le jeu à plus de joueurs. Il est plus facile d'accès que Inquisition, tu confirmes? Oui. C'est un jeu qui mise énormément sur l'action, hein, qui a vraiment ingurgité tout ce qui s'est fait depuis 10 ans au niveau des jeux d'action et ça marche super bien. Après, Dragon Age a toujours eu son petit penchant pour rendre accessible vraiment l'univers du jeu de rôle. Et là, ils y arrivent assez brillamment, je trouve. Donc voilà, Dragon Age The Veilguard qui est déjà disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Et surtout PC. Voilà. Bon, on est arrivé au bout de cette émission, messieurs. C'est jamais assez long, déjà, vous le savez. Mais oui, c'est 20 ans d'histoire de WoW, c'est trop. il faut revenir. Il faudra revenir, écoutez. Mais en tout cas, j'étais ravie de vous avoir. Pierre, on te retrouve sur Phone Android aussi. Pour d'autres tests. Pour d'autres tests de jeux, de PC, de téléphone. On fait un peu de tout. C'est vrai que tu fais. Voilà. Et toi et tout le monde, on embrasse tout le monde chez Phone Android. Faites beaucoup de choses. Patrick, merci d'être venu. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Voilà, t'écouter tout le temps sur le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu, mais de t'avoir en plateau aussi. Mais ça me fait toujours plaisir. Oui, le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu, podcast, où tous les liens sont sur notepatrick.com. C'est très facile. Où vous cherchez le rendez-vous jeu sur votre app de podcast. Exactement. Et je te recommande Wild Rift sur mobile, la version mobile de League of Legends. Alors, je voulais le placer. Et voilà, tu as raison, on en avait parlé. Il voulait le placer. C'est comme ça que tu pourras rentrer dans ton. Et figure-toi que j'y ai joué et c'est très bien. C'est pas mal fait. Même moi, j'y ai joué et c'est pas mal fait. Et pour les gros rageux, c'est très bien parce que. LOL, Wild Rift sur toutes les iOS et Android. C'est ça. Voilà, si vous voulez continuer à parler de LOL. Si vous en avez marre de WoW, vous pouvez passer sur LOL. Merci messieurs, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, en replay sur le site Tech & Co, sur YouTube et sur la plateforme RMC BFM Play. Et nous aussi, on est en podcast partout, alors n'hésitez pas à y aller. En tout cas, on se dit à très vite. L'année se ralentit un peu, ça fait du bien, mais il y a encore beaucoup de choses à se raconter. Jouez bien à WoW ou LOL, au choix ou autre chose.